Accord, désaccord avec Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Est-ce que le débat, Luc, puisque nous allons essayer de prendre un peu de distance, de toute façon est lié aux phases migratoires? C'est-à-dire quoi qu'on fasse dans le domaine de la réflexion politique ou des propositions politiques qui naissent dans tous les partis aujourd'hui, le sujet essentiel sera celui de l'accueil des migrants. Oui, évidemment, et c'est une grave erreur parce que, encore une fois, on a souvent évoqué ce thème. Ça n'est pas Daesh, ça n'est pas la question de l'islam, ça n'est pas la question de l'immigration qui sera centrale dans l'histoire du monde du 21e siècle. Ce qui sera central dans l'histoire du monde du 21e siècle, c'est les effets, les retombées de la troisième révolution industrielle. Mais évidemment, avec les attentats de Nice, avec ce qui s'est passé au Bataclan, avec ce qui vient de se... Oui, mais en Allemagne, c'était pas à propos d'événements dramatiques. C'est le million de migrants qui évidemment émeut la population et booste l'extrême droite allemande, Alternative für Deutschland, l'alternative pour l'Allemagne, qui est donc un peu l'équivalent du Front National en France. Mais c'est une erreur de perspective, évidemment. Attends, je ne sous-estime évidemment pas le problème posé aujourd'hui par l'islamisme radical, c'est une véritable catastrophe. Problème posé aussi par les collabos de l'islamisme radical, par l'islamo-gauchisme, qui est une véritable catastrophe. Jacques Julliard a 1000 fois raison dans le Figaro de ce matin de dénoncer l'islamo-gauchisme. Son papier est excellent, il est très juste, il faut le lire et le relire, c'est excellent. Mais néanmoins, ce qui fera le monde du 21e siècle, c'est la troisième révolution industrielle. Mais la réalité du monde sera évidemment façonnée par cette troisième révolution industrielle. Et il faut s'y adapter. La réalité du vote des Français comme du vote des Allemands, ce sera pas ça, mais justement les migrants. Et on va élire non pas un président de la République, mais on va élire un super ministre de l'Intérieur. Mais il a raison. Et c'est fâcheux parce que, encore une fois, je ne sous-estime pas le problème posé par toutes ces histoires de Burkini j'ai d'ailleurs moi-même écrit 2 papiers dans le Figaro sur le sujet. Mais c'est pas ça, encore une fois, qui fera le monde. Et la question de savoir comment la France va trouver sa place dans la mondialisation du 21e siècle est encore posée parce que pour l'instant, toute cette troisième révolution industrielle qui va vraiment changer nos vies, elle est américaine à 95%. Et donc, voilà, il faudrait que nos candidats à l'élection présidentielle pondèrent en quelque sorte leur thème par celui que je viens d'évoquer et pas simplement par l'islam. Vous connaissez la campagne politique aux États-Unis, puisque le vote a lieu au mois de novembre. Pas dire que les propositions de Trump aient un rapport avec la troisième révolution industrielle. Lui, il parle du mur, des migrants, des Mexicains, etc. Non, donc on est dans la même logique. On est dans la même logique et c'est en effet calamiteux. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui, et c'est ça qui me paraît vraiment très dangereux, très très dommageable, c'est que les sociétés civiles sont beaucoup plus puissantes que les politiques. Parce que, encore une fois, ce qui fera le monde, c'est les GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, etc. Et donc, les politiques sont complètement y compris aux États-Unis, vous avez tout à fait raison de le dire, y compris Trump, ils sont complètement déconnectés par rapport à des sociétés civiles qui sont en train de transformer le monde tranquillement à l'abri de la bêtise des politiques, parce que les politiques ne s'y intéressent pas, ils n'y comprennent rien. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, ça me désole parce qu'on est en train d'affaiblir le politique au profit de sociétés civiles américaines qui deviennent beaucoup plus puissantes que lui. La Baule, ce week-end, je voudrais qu'on écoute François Fillon, il était chez nos confrères de RTL ce matin sur le code de bonne conduite. La primaire, c'est un processus démocratique. La démocratie, c'est le débat. Ce débat, il doit avoir lieu et personne ne doit en avoir peur. Le manque de courage, c'est ceux qui considèrent que ce qui compte, c'est la famille. Moi, j'essaye de trouver des solutions au redressement du pays. Je me préoccupe pas d'abord de l'avenir de tel ou tel groupe auquel j'appartiens. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il existe chez les Républicains un risque d'implosion à cause de cette primaire? Non. Tout ça est très normal. Dans la mesure où il n'y a pas de candidat qui s'impose comme au Front National où personne ne peut contester le leadership de Marine Le Pen, il est normal qu'on organise une primaire, c'est inévitable. C'est pas dans la tradition gaulliste, mais parce que personne n'est le général de Gaulle. Bon, et donc c'est normal et je pense que ça se passera bien. Bien sûr, les colibets, les noms d'oiseaux, les attaques, elles auront lieu. Ça fait ça fait partie de la vie politique. Regardez, vous qui êtes historien, revenez aux années 30, vous verrez que c'était infiniment plus grossier, plus difficile, plus injurieux, plus haineux qu'aujourd'hui. Donc ils vont s'envoyer quelques scuds, c'est tout à fait normal. Et après, chacun se rangera sous le panache blanc de celui qui aura gagné la primaire, parce qu'on ne pourra pas faire autrement. Est-ce que vous considérez qu'il y a quelque chose à attendre de ce discours du 8 septembre, c'est-à-dire jeudi prochain, de François Hollande, dont on dit c'était le monde... Non, mais je sais que ça vous fait rigoler. Oui, mais non, il fait presque de la peine, parce que c'est tellement à côté de la plaque.
Mais c'était la une du Monde. Oui, le Monde, le Monde fait sa une, mais bon. Mais non, Hollande est dans les choux, il est jusqu'au cou. Et je vous ai toujours dit pourquoi j'ai pas changé d'avis. C'est pas quelqu'un qu'on déteste, on n'a rien contre lui. C'est pas, enfin, si, il y a des gens qui ne l'aiment pas, mais enfin, il est surtout, il est pas au niveau, quoi. Voilà, bon, il a tout raté. Il est pas, qu'est-ce que vous voulez, c'est le président Coty, voilà. On a élu quelqu'un parce que Dominique Strauss-Kahn était dans les choux et parce que personne ne voulait de Sarkozy. Voilà. Vous mettez la politique étrangère, finalement, vous ne... elle a été calamiteuse. Vous lui accordez... Elle a été calamiteuse. Y compris le Mali, y compris la Centrafrique. Non, le seul point sur lequel j'ai toujours défendu Hollande, c'est le Mali, et je vous redis pourquoi, parce que je pense que les interventions à l'étranger sont légitimes quand elles contribuent à renforcer un État qui est déliquescent. Et en revanche, s'aligner sur Obama, sur l'Ukraine, la Crimée, ou même sur la Syrie, je pense que c'était désastreux. Mais sur le Mali, non. Encore une fois, si on peut renforcer un État qui est en difficulté, parce que une guerre civile, on le voit bien en Libye aujourd'hui, une guerre civile est toujours pire qu'un État dictatorial. Question concernant justement les protestations qui ont lieu aujourd'hui autour de Calais. Nicolas Sarkozy dit qu'il veut revenir sur les accords du Touquet, mais je ne vois pas très bien, enfin, c'est pas un commentaire, c'est une interrogation. Comment on va obliger les Britanniques à accueillir justement ces gens qui sont en train de s'agglomérer sur nos côtes? C'est un peu comme quand Hollande disait en campagne qu'il allait renégocier les traités européens. Ça, c'est des choses qu'on annonce en campagne, mais je vois pas en effet ce qui peut obliger ce serait tout à fait souhaitable, il a tout à fait raison de proposer ça, mais quel est le moyen de pression qu'on a sur les Britanniques aujourd'hui, d'autant qu'en plus le Brexit les met en dehors de l'Union européenne, donc franchement c'est des vœux pieux, c'est-à-dire que bien sûr ce serait souhaitable l'arrière-pensée de Nicolas Sarkozy, c'est en gros, moi je suis meilleur que Hollande, donc j'obtiendrai ce que Hollande n'a jamais obtenu. C'est un peu ça le raisonnement. Il vous a pas échappé que le Brexit met encore une fois la Grande-Bretagne en dehors de l'Union européenne, par conséquent on voit mal comment on pourrait lui appliquer les règles de l'Union, qu'elle vient de quitter. Donc, en effet, d'un point de vue strictement juridique, Sarkozy a tout à fait raison. Chaque pays devrait accueillir les réfugiés pour examiner leurs demandes d'intégration dans le pays. C'est la loi, c'est légal. Il a tout à fait raison. Mais quel est le moyen d'obliger la Grande-Bretagne à le faire? Je n'en vois strictement aucun. Enfin, il pourra toujours aller en Grande-Bretagne, aller voir le Premier ministre, la Première ministre, comme on dit maintenant, de manière un peu ridicule. Il pourra toujours aller la voir, mais je vois pas quel est le moyen de pression qu'il aura sur elle. Alors peut-être qu'il a des idées sur le sujet, mais franchement, avec le Brexit, ça paraît très difficile. On voudrait qu'on écoute Jean-Christophe Cambadélis, autre élément du zapping de la matinée. Il était sur iTélé ce matin, il parle de cette candidature éventuelle de François Hollande à accélérer le 8 septembre. Lui est contre. Moi, je ne suis pas pour qu'il l'accélère ou qu'il temporise. Je suis pour qu'il dise sa vérité aux Français. Parce que dans le débat actuel, on a entendu beaucoup de contre-vérités et on a surtout peu entendu de sens pour la France. Vous savez, à partir du moment où vous fixez le périmètre ou le chemin de la France, c'est que quand même vous pensez à la suite. Oui. Voilà pour les déclarations donc de Jean-Christophe Cambadélis. Oui. Est-ce que vous vous intéressez à la rentrée médiatique, parce que sur toutes les chaînes ça change, ou est-ce que vous en foutez complètement? Totalement, je suis désolé, mais vraiment le mercato de la télévision me laisse de marbre. Ça ne m'intéresse absolument pas. Non, ça me désole de voir de temps en temps tel ou tel animateur prendre du poids alors que je le trouve misérable, mais comme je vais pas vous donner de nom, ça n'a guère d'intérêt. Vous torturez. Vous me torturez déjà chaque lundi. Est-ce que vous vous intéressez d'un point de vue scientifique au centenaire de la bonne ville d'Acciaroli, donc c'est au sud de Naples. C'est un petit village qui a 700 habitants et il y a 81 centenaires. Il y a des missions scientifiques américaines qui sont venues voir sur place ce qui se passait exactement. C'est toujours très intéressant. Régime crétois, version napolitaine, et sexualité ardente, même à plus de 80 ans. Oui, d'abord, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour nous. Absolument, oui, qui nous approchons de cet âge fatidique. Mais blague à part, non, ce qui est très intéressant, c'est toujours d'essayer, et ça intéresse évidemment Calico, l'entreprise de Google, vous savez, qui dans le cadre du transhumanisme, Calico, Californian Life Company, ça veut dire, qui a comme projet principal de lutter contre la vieillesse et la mort. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est de savoir dans ce cas de figure, s'il y a
un motif génétique ou si c'est simplement lié à l'extérieur, si je puis dire, du corps humain, c'est-à-dire à l'alimentation, au métabolisme, etc. Globalement, ouais. Mais si on trouve exercice, voilà. libido. Alors si c'est alimentation, exercice, libido, bon, ça n'a aucun intérêt scientifique, c'est un peu tant mieux pour eux. Mais si jamais on pouvait trouver quelque chose qui est plus interne, si je puis dire, qui est plus de l'ordre du génome, alors là, ce serait évidemment intéressant pour des entreprises comme Calico. Puisque vous avez travaillé sur ces sujets. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Alors, bon, le projet du transhumanisme, disons, raisonnable, il y a des grands délirants dans le transhumanisme, mais le projet du transhumanisme raisonnable, c'est d'arriver à augmenter, à faire ce qu'on a fait pour les souris, puisqu'on a réussi à le faire pour les souris, allez voir sur le net les souris de l'université Rochester, elles vivent 30% plus vieilles. Allez regarder des souris sur le net. Ah non, mais c'est fascinant, parce qu'elles vivent beaucoup mieux, sans maladie, beaucoup plus de mobilité. C'est quoi, c'est 20% en plus? 30% en plus. Elles ont 30% en plus, et là, c'est génétique, c'est pas lié à l'alimentation ou un régime. Non, elles ont 30% de plus. Alors, ça, pour les souris, c'est déjà fait. Mais pour les humains, ce qu'essaye de faire Calico, c'est de dire, on va essayer de gagner 20 ans dans les 30 ans qui viennent. Voilà. Alors, évidemment, on a déjà, on est nés tous les deux à peu près au même moment. Dans les années 50, l'espérance de vie des Français, l'espérance de vie moyenne était de 63 ans. Aujourd'hui, elle est de 82 ans, 81 ans en moyenne, homme-femme. Je fais la moyenne entre les deux. Et donc, mais là, c'est pas pour des raisons génétiques, c'est parce qu'on a amélioré, on grossit moins en vieillissant, on fait plus attention à sa santé, etc. Bon, et puis les médicaments fonctionnent mieux, on répare mieux les gens. Mais c'est pas lié à la génétique, donc c'est vraiment lié au progrès de la médecine, au progrès de l'alimentation, etc. Mais le projet de Calico, le projet de Google, c'est encore une fois, c'est une filiale de Google, c'est vraiment de faire pour les humains ce qu'on a fait pour les souris, c'est-à-dire d'augmenter vraiment. En fait, la moyenne de l'espérance de vie, 130 ans. Voilà. Le calcul rapide, c'est dans 20 ans, si c'est 30%, ça fera quoi? Ça fera. On vivrait 120 ans dans une trentaine ou une quarantaine d'années. Voilà, c'est ça. Évidemment, le projet est de vivre en bien meilleure santé et pas d'être. S'il s'agit de vivre complètement gâte dans un fauteuil roulant, c'est pas la peine. Personne n'en veut. Mais il s'agirait de vivre. Alors, pour l'instant, nul ne sait si on va y arriver. Mais évidemment que sur des événements comme celui, sur des situations locales comme celle de ce village italien, ça intéresse évidemment les généticiens d'aller voir si c'est alimentaire ou si c'est génétique. Que le camarade Mélenchon mange du quinoa ce matin, c'est dans Gala. Merci non, Luc. Mais c'est plutôt sympathique qu'ils défendent les animaux. Il a l'air méchant comme ça quand il cause, mais il est peut-être très gentil finalement. Merci Luc. Avec les bêtes. Il est 8h55 sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. Nous avons rendez-vous avec Ève Ruggieri dans un instant pour la musique. Et puis auparavant, nous allons prendre connaissance de la bourse et du dernier journal. Bonne journée à vous tous.